Après avoir abordé les questions liées à l'esclavage et les événements autour de la guerre d'indépendance d'Haïti, il reste pas mal d'autres sujets à aborder avec des critiques parfois anachroniques et parfois pertinentes. Celle que nous allons aborder maintenant fait probablement partie de la première catégorie. Une accusation moins fréquente, mais dont on entend de plus en plus parler, est celle qui dénoncerait le sexisme, voire la misogynie de Napoléon. Ce point a notamment été soulevé récemment par Elisabeth Moreno lorsqu'on lui demanda de se positionner sur la commémoration du bicentenaire. Pourquoi ça vous fait rire ? Ça vous fait rire, mais c'est parce que le sujet est délicat. Est-ce que non, mais ça me fait sourire parce que Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu, que j'ai jamais. Mais et en même temps, il a rétabli l'esclavage. Et en même temps, et il a rétabli l'esclavage. Et en même temps, c'est un grand homme de l'histoire française. Donc, je passe. Je ne sais pas. Bon, mis à part que ça en dit assez long sur la quantité de lecture de la ministre... Excusez-moi d'avoir lu des livres. Il est vrai que l'on peut facilement voir dans certaines déclarations de Bonaparte des propos qui seraient vivement qualifiés de misogynes ou de sexistes de nos jours. On peut penser à sa façon de renvoyer régulièrement les femmes à leur fonction de génitrice. « Je veux épouser un ventre », disait-il en 1810 à ses conseillers pour qu'ils organisent son mariage avec Marie-Louise d'Autriche, dont l'objectif principal était effectivement de donner à Napoléon un héritier capable d'assurer la pérennité de l'Empire. 12 ans plus tôt, déjà, alors qu'il n'était encore que général de l'armée d'Italie, sa rencontre avec Germaine de Staël est restée dans les annales. Cette dernière, admirative de Bonaparte, à l'époque en tout cas, essayait inlassablement de lui parler pour le séduire, mais en vain. Quand elle demanda au général à multiples reprises quelle était pour lui la femme idéale, dans l'espoir peut-être qu'il réponde une femme intelligente, talentueuse, habile en politique, enfin, tout ce qui aurait pu rendre hommage à Germaine de Staël, il répondit particulièrement agacé « Celle qui fait le plus d'enfants, madame ». C'est le début d'une longue inimitié entre ces deux têtes politiques. Mais bien plus que ce qu'il aurait dit ou écrit, c'est ce qu'il a fait qui est le plus parlant. Et ce qu'il a fait, c'est l'organisation de la place de la femme au sein de la société française. Et il est vrai qu'elle n'est pas glorieuse pour notre époque. La femme mariée est considérée comme incapable, dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas l'usage de ses droits et est considérée au même titre que les enfants, les criminels ou que les personnes atteintes d'un handicap mental. Et c'est donc son mari qui, en bon père de famille, la formule est d'époque, doit gérer ses droits et il doit également protection à sa femme, comme la femme doit d'ailleurs obéissance à son mari. Tout cela est vrai. Tout cela est vrai et factuel. Et maintenant, tout cela est à remettre dans son contexte historique. Car il faut bien rappeler qu'à cette époque, les revendications féministes étaient quasiment inexistantes. D'ailleurs, le terme de féminisme et sa signification actuelle apparaîtront bien plus tard dans les années 1870. Si durant la Révolution française, les femmes ont joué un rôle particulièrement important, que ce soit par leur participation au cahier de doléances ou par leur marche sur Versailles pour réclamer du pain au roi, leurs revendications politiques étaient en soi très marginales. On cite souvent Olympe de Gouges, qui rédigea la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour revendiquer l'égalité en droit des hommes et des femmes. Mais elle représentait une extrême minorité à cette époque. Et une minorité qui a mal fini d'ailleurs, étant donné que la Convention l'a décapitée en 93, et a au passage également interdit toutes les organisations politiques féminines. Le Premier Empire est l'héritier de cette époque où la place de la femme dans la société était une place de mère, une place d'épouse et non pas celle d'une femme indépendante qu'on connaît aujourd'hui. Et les revendications visant à faire avancer la cause des femmes à cette période étaient particulièrement marginales pour ne pas dire quasi inexistantes. Il y a eu à de rares occasions quelques pamphlets militants pour plus d'égalité qui furent publiés. Et finalement, plus rares en étaient les censures tant le sujet ne faisait pas véritablement écho dans la société. Cela n'a pourtant pas empêché le Code civil d'être dans un certain progrès par rapport à son temps, en octroyant à la femme célibataire ou veuve les mêmes droits juridiques que les hommes, en interdisant le mariage forcé, en légalisant le divorce, et même en introduisant la notion de pension alimentaire. Ça nous paraît peut-être futile ou bénin aujourd'hui, mais c'est oublier que le droit des femmes ne s'est amélioré véritablement qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1944 que le droit de vote a été étendu aux femmes, et l'égalité stricte des droits entre les hommes et les femmes n'a été établie qu'en 1946. Ainsi, il a fallu attendre 65 pour que le mari ne soit plus considéré comme le chef de famille, permettant ainsi aux femmes de gérer elles-mêmes leurs biens, de disposer d'un compte en banque et de travailler à leur convenance sans l'accord de leur mari. Il a fallu attendre 1970 pour que le principe d'autorité paternelle soit remplacé par l'autorité parentale. 1972
pour que l'égalité salariale soit établie par la loi. Et c'est seulement en 2014 que l'expression de « bon père de famille », bien qu'elle n'avait plus de véritables conséquences légales depuis longtemps, soit remplacée dans le Code civil par la formule « gestion raisonnable ». Ainsi, il a fallu attendre près d'un siècle et demi après la création du Code civil pour que les mentalités évoluent et que l'égalité des droits soit établie. Bonaparte n'est finalement que l'homme de son temps. Pour ceux qui sont nés ou qui ont grandi après les années 70, comme c'est le cas de Madame Moreno d'ailleurs, l'égalité juridique des hommes et des femmes est devenue presque naturelle. Mais nous sommes une véritable exception dans l'histoire, et il faut savoir raison garder. Les gens qui ont vécu dans cette période passée n'étaient pas plus stupides que nous, plus méchants ou moins évolués. Ils étaient simplement le reflet d'une époque différente, avec une mentalité qui était la leur et qui venait de coutumes, de mœurs et de traditions différentes des nôtres, et qui n'en étaient pas statiques pour autant. Même dans le Code civil, critiqué pour son sexisme, il y avait des avancées intéressantes, que ce soit avec le statut de la femme célibataire ou veuve, comme on l'a déjà mentionné, ou avec la légalisation du divorce. Juger les mentalités de cette époque avec nos propres valeurs, c'est comme dire que l'Égypte antique n'était pas en avance sur son temps car elle n'avait pas d'électricité. Si l'on ne garde pas ça à l'esprit et que l'on veut apporter des jugements anachroniques, alors oui, effectivement, on aura du mal à commémorer quiconque serait né avant le XXIe siècle. Et encore. Ainsi, voilà le génie qui a servi l'Europe. Autre accusation, la plus facile. On reproche à Napoléon ce pourquoi il est le plus connu. On lui reproche d'avoir fait la guerre, voire d'être amoureux de celle-ci. Rien d'étonnant à cette dernière. Il est vrai qu'on aime souvent ce pourquoi on est doué, et Napoléon était particulièrement doué dans l'art de la guerre. Ses batailles et ses tactiques sont considérées par beaucoup comme étant du génie militaire, au point que certaines de ses manœuvres sont encore enseignées de nos jours dans de nombreuses académies militaires du monde entier. Mais il est vrai que Napoléon est le représentant symbolique d'une période particulièrement troublée de l'Europe qui a été secouée par une suite quasi ininterrompue de guerres. Guerres qui porteront le nom de Napoléon, justement, si ce n'est pas une preuve de culpabilité. Mais encore une fois, il faut remettre tous ces événements dans leur contexte historique pour mieux les comprendre. Quand Napoléon arrive au pouvoir en 1799, il se retrouve à la tête d'un pays en guerre face à la quasi-totalité de l'Europe. En effet, la France, suite à la Révolution, se retrouvait empêtrée dans les guerres révolutionnaires depuis 7 ans, l'opposant à la première et à la deuxième coalition. Guerres auxquelles Napoléon participera et qui lui permettront de gravir rapidement les échelons. Suite à la campagne d'Italie, il ira même jusqu'à outrepasser les prérogatives données par le Directoire et à négocier et signer lui-même la paix avec les Autrichiens. Nous n'entrerons pas ici dans les détails des guerres napoléoniennes. D'autres y ont déjà consacré beaucoup de temps, comme la chaîne Histoire Géo, qui a réalisé 3 vidéos complètes avec des cartes à ce sujet. Pour résumer très rapidement, Bonaparte arrive au pouvoir à la suite du 18 Brumaire et continue les guerres de la Révolution, jusqu'à signer en 1802 une paix avec la deuxième coalition, dont l'Angleterre, qui signera le fameux traité d'Amiens. En 1803, l'Angleterre déclare la guerre à la France et se ralliera plus tard l'Autriche et la Russie, formant ainsi la troisième coalition. La paix est négociée en 1805, suite à la victoire française d'Austerlitz. Moins d'un an plus tard, c'est la Prusse qui déclare la guerre à la France, et qui sera rejointe par les Russes et les Anglais. La quatrième coalition se soldera par la paix signée à Tilsit en 1807. La même année, c'est la France cette fois-ci, qui déclenchera ce qu'on appellera la guerre péninsulaire, en attaquant le Portugal, pour ensuite s'embourber dans la guerre d'indépendance espagnole. En 1809, une cinquième coalition voit le jour, suite à la déclaration de guerre de l'Autriche qui se solde par la paix, la même année, avec en prime un mariage entre Napoléon et la fille de l'empereur d'Autriche. En 1812, suite aux provocations du tsar Alexandre, c'est Napoléon qui lui déclare la guerre et qui s'engouffrera dans la campagne de Russie, ramenant ensuite à sa retraite le reste de l'Europe contre lui, avec une sixième coalition. Napoléon est ainsi forcé d'abdiquer en 1814, mais à son retour de l'île d'Elbe, entraînera le ralliement des forces européennes dans une septième et dernière coalition qui verra l'empereur des Français être définitivement vaincu. Donc, si l'on fait le bilan de tout cela, sur un total de 16 ans, la France n'aura été véritablement en paix que pendant une seule année, de 1802 à 1803, suite au traité d'Amiens avec l'Angleterre. Et quand on y regarde de plus près, sur toutes les guerres auxquelles Napoléon a participé,
une seule a indiscutablement été déclenchée par lui, et celle de 1812 est souvent sujette à discussion, car certains historiens pensent que Napoléon n'avait pas d'autre choix que d'attaquer la Russie. Mais mis à part ces 2 cas, qui seront d'ailleurs considérés, y compris par l'empereur lui-même, comme ses plus grandes erreurs, les autres guerres ne sont pas de sa responsabilité directe. On est donc bien loin du belliciste imaginé. Mais nous vivons aujourd'hui dans une période inédite de l'histoire de l'Europe occidentale. Nous n'avons plus connu de guerre sur notre territoire depuis plus de 75 ans. Et nous n'avons plus d'opposition directe avec nos voisins depuis la chute de l'Union soviétique. Ce qui est devenu une routine pour nous, une normalité, était inimaginable à n'importe quelle autre période de l'histoire de l'humanité, et sur n'importe quelle autre partie du monde d'ailleurs. On oublie que le pacte Briand-Kellogg, condamnant le recours à la guerre, ne date que de 1928. Avant cela, c'était la pensée de Clausewitz, contemporain de Napoléon, qui était la norme. Celle jugeant que la guerre n'était que le prolongement de la politique par d'autres moyens. Ainsi, la guerre est uniquement vue de nos jours comme un véritable fléau, ce qu'elle est indubitablement. Mais on en oublie que nos ancêtres n'en avaient pas la même perception. Car s'ils la voyaient comme une horreur, la guerre était également vue comme une promesse de paix, mais surtout de gloire possible. Encore une fois, ce n'est pas à nous de juger ces gens, car c'est nous qui sommes l'exception. Depuis le début de l'humanité, la guerre était chose courante et commune, et aujourd'hui, on a des gens qui tombent des nues quand ils découvrent ça. C'est peut-être même la seule chose qui doit être commune à tous les peuples et civilisations de l'histoire, que ce soit les Macédoniens, les Romains, les Huns, les Grecs, les Vikings, les Francs, les Saxons, les Han, les Japonais, les Samanides, les Maliens, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, etc., etc. Pour toutes les civilisations, de toutes les époques, la guerre faisait presque partie du quotidien, et tout en étant synonyme d'horreur et de tragédie, elle était également synonyme d'héroïsme, d'opportunité et de gloire. Cette gloire, au même titre qu'un Alexandre le Grand, qu'un César ou qu'un Charlemagne, et j'en passe beaucoup. Napoléon en était également un représentant à l'époque. Et si ses contemporains étaient parfaitement conscients des massacres qui résultaient de ces affrontements, sûrement plus que nous d'ailleurs, ça ne les a pas empêchés d'accueillir les bras grands ouverts à l'empereur à son retour de l'île d'Elbe, ni de développer une certaine nostalgie du régime impérial à la suite de la Restauration et même de voter massivement pour son neveu 30 ans plus tard. Car le nom de Bonaparte était encore et toujours synonyme de gloire. Dernière critique que certains font à Napoléon, en tout cas la dernière de cette vidéo, est celle abordée entre autres par le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Moi, ce que je ne comprends pas et ce à quoi je m'oppose, c'est que ce soit le président de la République, au nom de la République, qui rend hommage. Au nom de l'État. Le président de la République doit-il rendre hommage à un homme qui a fait un coup d'État contre la République ? Le 18 Brumaire. Et Napoléon, à un moment donné, certes empêche le retour de l'ancien régime, des têtes couronnées, mais met en place un système qui ne peut nous satisfaire, avec notamment un empire. L'empire et la République, c'est pas la même chose. Une noblesse nouvelle qui est mise en place. Et dans une tribune au Figaro, Alexis Corbière tenait le même discours. Qu'est-ce qu'un républicain pourrait bien célébrer d'un régime dont le chef a concentré tous les pouvoirs entre ses mains ? Pour ma part, je considère que la République ne peut pas rendre un hommage officiel à celui qui en a été le fossoyeur en mettant fin à la première expérience républicaine de notre histoire pour créer un régime autoritaire. Bon, mis à part le fait qu'entendre ça de la bouche d'un léniniste, ça ne manque quand même pas d'ironie, ça pose un débat intéressant, qui ne date pas d'hier, du rapport entre l'Empire et la République. Soit on considère que Napoléon est d'une façon ou d'une autre républicain et qu'il a sauvé la Révolution, et dans ce cas-là, l'État et le président doivent le commémorer. Soit on considère que Napoléon n'a rien à voir avec la République et qu'il a trahi la Révolution, et il n'y aurait alors pas de légitimité à ce qu'on le commémore, au même titre qu'on ne commémore pas officiellement la mort de Louis XVI. Donc, Napoléon est-il le fossoyeur ou le sauveur de la République et de la Révolution ? Pour y apporter des éléments de réponse, il faut revoir l'état de la France avant le coup d'État du 18 Brumaire, car comme disait l'autre... Parce qu'on ne comprend pas Napoléon si on ne comprend pas qu'il y a eu la Révolution française. Et l'arrivée de Napoléon au pouvoir est le point final d'une longue période mouvementée avec 10 années de lutte révolutionnaire et de combat à mort des différentes factions politiques. À partir de la proclamation de la République et de la mort de Louis XVI, on ne dénombre plus les éliminations politiques, avec les Brissotins qui seront exécutés, s'en suivent les hébertistes, les dantonistes ou encore les robespierristes. La mort de Robespierre met peut-être fin à la terreur, mais pas aux insurrections, ni à leur répression sanglante, que ce soit celle des montagnards ou des royalistes, qui succèdent à la longue série de rébellions dans toute la France depuis le début de la Révolution, avec entre autres la tristement célèbre guerre de Vendée.
C'est à la suite de cette période de troubles qu'est instauré le Directoire en 1795, établissant un exécutif composé de 5 directeurs qui vont essayer d'apaiser les heurts de la Révolution et de rétablir l'ordre. Ce gouvernement ira vers des mesures liberticides, que ce soit avec l'abolition du suffrage universel pour le suffrage censitaire, ou la réécriture des droits de l'homme en diminuant les notions de liberté et d'égalité. Mais les tensions politiques persistent sous le nouveau régime républicain qui doit empêcher les complots de leurs opposants, comme ce sera le cas avec la conjuration des égaux de Gracchus Babeuf, et certains directeurs organiseront même leur propre complot, comme avec le coup d'État de Fructidor visant les députés royalistes ou celui de Floréal, qui annule les précédentes élections remportées par les Jacobins. En 1799, le Directoire est déjà à bout de souffle. La corruption est omniprésente, les royalistes ne se cachent plus comme en 93, et certains directeurs, comme Paul Barras, prévoient déjà le retour de Louis XVIII sur le trône, et n'hésitent pas à négocier leur place dans la future restauration. C'est pour toutes ces raisons qu'Emmanuel Sieyès, alors lui-même membre du Directoire, décide qu'il est grand temps de changer de régime. Mais aucun moyen démocratique ne lui permettait de le faire rapidement, étant donné que toute démarche pour réviser la Constitution déclenche une procédure parlementaire qui durerait minimum 9 ans. Il décide alors d'organiser un coup d'État avec l'aide du général Bonaparte pour mettre fin au Directoire et établir un régime d'autorité, le consulat. Et Bonaparte en sera à la tête. À partir de ce moment, l'objectif principal du premier consul est simple et compliqué: rétablir l'ordre dans une société française devenue chaotique depuis une décennie. Ainsi, il faut mettre fin à la Révolution. C'est ce qui sera déclaré avec la nouvelle Constitution. Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie. Comme quoi les techniques de communication politique ne datent pas d'hier, car le mot « fini » n'est pas choisi au hasard. Il signifie à la fois que la Révolution est terminée et qu'il faut également l'affiner. En faire les finitions, en somme. L'ambiguïté de cette phrase résume à elle seule toute la politique du consulat. L'objectif de Bonaparte est de pacifier le pays. Il met fin aux révoltes dans l'Est et particulièrement en Vendée, où les violences duraient depuis 7 ans. Il proclame l'amnistie pour les émigrés, ces Français souvent monarchistes ayant fui le territoire pour échapper aux répressions révolutionnaires. Il réprimera à la fois l'opposition jacobine et monarchiste, et avec le Concordat, il clôturera les tensions entre les anticléricaux et l'Église. Ni bonnet rouge, ni talon rouge, disait-il. Je suis national. Mais pour faire tout cela, Bonaparte instaure un État fort et avec un pouvoir concentré et une restriction du parlementarisme. En d'autres mots, Bonaparte poursuit ce que le Directoire a commencé en revenant sur les principes démocratiques entrepris par la Révolution. Cependant, d'autres principes révolutionnaires seront sauvegardés. C'est le cas du principe d'égalité qui sera pérennisé par le Code civil. Établi par Bonaparte, accompagné de Portalis et de son Conseil d'État, le Code civil est une véritable révolution à lui seul, car c'est toute une vision de la société qu'il réalise. Et si sur certains points il est en décalage avec notre époque, on a pu en parler ici, il a été visionnaire sur bien d'autres. Ainsi, le Code instaure l'égalité des citoyens devant la loi, les nobles n'ont pas plus de droits que les autres, ils n'ont pas de privilèges, et la loi ne s'applique pas différemment en fonction du milieu social. Le droit de propriété sauvegardé et pérennisé, la liberté contractuelle est établie, le droit du sol est introduit, et le Code initie la laïcité en prenant la non-confessionnalité de l'État, écartant ainsi définitivement l'Église des affaires civiles. En renonçant à certains principes révolutionnaires et en inscrivant d'autres dans le marbre, Napoléon réussit à pacifier une société déchirée. Mais tout cela demeure fragile. Le régime ne repose principalement que sur le premier consul, et les coalisés royalistes le savent très bien. Plusieurs attentats sont organisés contre lui dans l'espoir qu'après sa mort, la République s'effondre et permette le retour de Louis XVIII. Ainsi, le principe héréditaire est retenu pour sauvegarder la pérennité du régime, et Napoléon sera sacré empereur le 2 décembre 1804, après avoir été plébiscité par le peuple français. Ainsi arrive le débat sur le lien entre la République et l'Empire. Certains pensent que Napoléon a trahi la République en instaurant le système impérial, prenant l'exemple simple qu'une république et qu'un empire sont effectivement deux types de régimes différents. D'autres, au contraire, pensent que l'Empire est la continuité de la République et qu'il permet d'en conserver les principes. Il est vrai que le nouveau régime garde les symboles républicains, comme le drapeau tricolore, ou mentionne directement le mot « République » dans son hymne. La République nous appelle, sachons même ou sachons périr, le Français doit vivre pour elle, le Français doit mourir. Et comme Charlemagne fut empereur en son royaume,
l'article 1er de la nouvelle constitution fait de Napoléon un empereur en sa République. Mais le régime reprend également les codes de la monarchie, avec son faste, son système héréditaire et sa noblesse. Cependant, cette dernière est bien différente de la noblesse sous la monarchie, car contrairement à cette dernière, la noblesse d'Empire ne possède pas de privilèges, et ceux qui en font partie sont soumis aux mêmes lois que tout le monde. Et s'il demeure possible de transmettre son titre à son descendant, les démarches et conditions à remplir en font une véritable exception. De plus, la noblesse d'Empire fait partie d'un dispositif bien plus large, visant à établir un principe dont on parle encore souvent aujourd'hui, la méritocratie. Dans la lignée de la Légion d'honneur, créée pour récompenser toute personne, qu'elle soit militaire ou civile, qui s'est rendue utile à la nation, la noblesse impériale part du même principe de promotion du mérite. C'est par ce principe que des gens du commun ont pu se hisser dans les plus hauts rangs militaires, avec des maréchaux comme Lannes, fils de cultivateur, ou Dino, fils d'un artisan brasseur, ou Murat, fils d'aubergiste. Et c'est par ce principe du mérite que l'on accédait aussi à la noblesse sous l'Empire, sans pour autant descendre d'une lignée de nobles. Ainsi, Michel Ney, fils d'un artisan tonnelier, deviendra prince de la Moscova, et Cambronne, fils d'un marchand de bois, obtiendra le titre de comte. En dépit de tout cela, si l'on devait proclamer aujourd'hui que Napoléon n'était pas un républicain et qu'il a trahi la Révolution, il n'empêche que c'est lui qui a créé l'État républicain tel que nous le connaissons, avec un nombre impressionnant d'institutions qui existent encore et toujours aujourd'hui en France. On avait parlé bien évidemment du Code civil, de la Légion d'honneur, mais il y a aussi le Conseil d'État, les préfectures, la police nationale, la gendarmerie nationale, la Banque de France, la Cour des comptes, la Cour d'appel, la Cour d'instruction criminelle, le baccalauréat, bien évidemment, mais aussi les chambres de commerce, etc., etc. Comme on a pu le voir durant ces 2 vidéos, rien n'est jamais simple avec Napoléon. Ce n'est ni un tyran, ni un démocrate, ni un monstre sanguinaire, ni un saint exempt de tout défaut. C'est un personnage extrêmement complexe et ambigu, qui suscitait les débats de son temps et qui en suscitera encore bien d'autres après nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les points qu'on lui reproche aujourd'hui sont en total décalage avec les critiques de l'époque. Napoléon savait qu'on l'attaquerait sur les guerres ou sur les tournants autoritaires de son régime, et il en avait déjà préparé sa défense pour la postérité avec le mémorial de Sainte-Hélène. Mais jamais, lui ou ses contemporains n'auraient imaginé qu'on l'attaque un jour sur la question de l'esclavage ou de la place de la femme dans la société. Ces mesures seraient parfaitement condamnables si elles devaient avoir lieu au XXIe siècle. Mais il faut se garder des procès anachroniques que certains veulent organiser aujourd'hui. On doit parler de ces sujets, s'en souvenir, les commémorer sans pour autant en faire l'alpha et l'oméga de la politique napoléonienne, car cela n'aurait historiquement aucun sens. Si vous désirez aller plus loin dans ces questions, nous conseillons le livre de Thierry Lenz pour Napoléon sorti récemment, et qui revient sur toutes les accusations que l'on fait aujourd'hui à l'empereur. Si le livre assume son caractère subjectif, il n'en admet pas moins les fautes que Napoléon a pu commettre et analyse le tout avec une véritable honnêteté intellectuelle. Si vous désirez en savoir plus sur Napoléon, eh bien on l'a dit, il y a plus de livres qui ont été écrits sur lui que de jours qui se sont écoulés depuis sa mort. Tout cela sans compter les documentaires, les expositions ou les musées qui ont été faits ou qui se font encore aujourd'hui sur toute cette période historique, sans oublier les séries et les films que Napoléon continue encore d'inspirer aujourd'hui. Maintenant, il faut répondre à la fameuse question « Faut-il commémorer Napoléon ?» C'est à chacun de se faire son idée, mais ici, nous pensons que oui. La République se doit de commémorer l'empereur tant il a été important pour elle et pour la France. D'autant plus que la question a déjà été tranchée par le passé, que ce soit par la Troisième République, qui célébra en grande pompe le centenaire de sa mort en 1921, devant l'Arc de Triomphe, alors que celle-ci voulait pourtant effacer les souvenirs du Second Empire, ou par la Cinquième République, qui célébra le bicentenaire de sa naissance en 1969, avec un discours on ne peut plus clair du président Pompidou. Il a atteint aux cimes de la grandeur et en a comblé la France, au point que depuis, notre peuple ne s'est jamais résigné à la médiocrité et a toujours répondu à l'appel de l'honneur. L'histoire de nos dernières années l'a démontré avec éclat, grâce, une fois encore, à l'action d'un homme exceptionnel. Si Napoléon était jugé digne de la République à l'époque, pourquoi en serait-il différent aujourd'hui ? Si la France n'a cependant pas commémoré les batailles d'Austerlitz en 2005 ou de Waterloo en 2015, le reste de l'Europe ne s'en est pas privé, car même les plus anciens ennemis de l'empereur le respectent aujourd'hui. En Russie, il y a là-bas un profond respect de Napoléon,
frôlant parfois l'admiration. Il commémore régulièrement les grands événements de cette période, et plus particulièrement la campagne de 1812. Récemment encore, les dépouilles de soldats morts durant la campagne de Russie ont été retrouvées et enterrées, français et russes confondus, avec les plus grands honneurs. En Angleterre également, l'image de Napoléon a bien changé. Si en son temps il y était vu comme l'ogre corse, le vaurien sanguinaire, la vision qu'en ont aujourd'hui les Anglais est bien moins partiale et plus nuancée. On voit ainsi de plus en plus d'historiens britanniques rétablir une image plus honnête et plus favorable de l'empereur. Sans compter que la plus vieille ennemie de la France a déjà pardonné, si l'on peut dire, à Napoléon, avec la reine Victoria, qui se rendit aux Invalides en compagnie de Napoléon III et qui s'inclina devant le tombeau impérial, mettant ainsi fin à une très longue inimitié. Il serait inimaginable de se dire que l'Angleterre se soit agenouillée devant les cendres de l'empereur, mais que la France ne daigne lui jeter un regard aujourd'hui. Qu'on l'aime ou non, Napoléon fascine, et continuera de fasciner encore longtemps. Car mis à part la place importante qu'il occupe dans l'histoire, c'est l'homme en tant que tel aussi qui intrigue. Lui qui est communément reconnu comme un génie militaire et politique, un législateur, un intellectuel curieux de tout, s'intéressant aux mathématiques dans lesquelles il excellait, à la biologie, la physique, la géographie, l'histoire, aux inventions nouvelles, à l'architecture et à l'art dans toutes ses formes. C'était un bourreau de travail, qui incarne encore aujourd'hui la promesse que tout est réalisable. Lui qui est parti de presque rien, en tant que petit noblier corse, à peine français, et qui devient en l'espace de quelques années le souverain de toute l'Europe. Il est le symbole même que tout est possible, que tout peut être accompli, et ça inspire. Ça continuera d'inspirer tous les individus, quel que soit leur pays, leur confession et leur origine sociale. Ce 5 mai 2021 aura lieu le dernier bicentenaire possible de Napoléon, et même si toute commémoration reste politique, la République aurait tout à perdre à manquer ce rendez-vous. Nous espérons qu'avec ces 2 vidéos, nous avons pu répondre à certaines questions, ou en tout cas éclaircir un peu cette période de l'histoire qui est particulièrement dense. On a pu vous proposer notre analyse et notre opinion, et maintenant, c'est à vous de faire la vôtre. En conclusion, vive l'empereur, et bienvenue sur le Rudus. Qui admirez-vous si vous n'admirez pas l'empereur? Et que vous faut-il de plus? Si vous ne voulez pas de ce grand homme-là, de quel grand homme voudrez-vous? Il avait tout, il était complet. Il avait dans son cerveau le cube des facultés humaines. Il faisait des codes comme Justinien. Il dictait comme César. Sa causerie mêlait l'éclair de Pascal, coup de foudre de Tacite. Il faisait l'histoire et il l'écrivait. Ses bulletins sont des Iliades. Il combinait le chiffre de Newton avec la métaphore de Mahomet. Il laissait derrière lui dans l'Orient des paroles grandes comme les pyramides. À Tilsit, il enseignait la majesté aux empereurs. À l'Académie des sciences, il donnait la réplique à la place. Au Conseil d'État, il tenait tête à Merlin. Il donnait une âme à la géométrie des uns et à la chicane des autres. Il était légiste avec les procureurs et sidéral avec les astronomes. Comme Cromwell soufflant une chandelle sur 2, il s'en allait au temple marchander un gland de rideau. Il voyait tout, il savait tout. Ce qui n'empêchait pas de rire, d'un rire bonhomme au berceau de son petit enfant. Et tout à coup, l'Europe effarée écoutait. Des armées se mettaient en marche. Des parcs d'artillerie roulaient. Des ponts de bateaux s'allongeaient sur les fleuves. Les nuées de la cavalerie galopaient dans l'ouragan.
Cris, trompettes, tremblements de trônes partout. Les frontières des royaumes oscillaient sur la carte. On entendait le bruit d'un glaive surhumain qui sortait du fourreau. On le voyait, lui, se dresser debout sur l'horizon avec un flamboiement dans la main et un resplendissement dans les yeux, déployant dans le tonnerre ses deux ailes, la grande armée et la vieille garde. Et c'était l'archange de la guerre.